Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Sed, Étienne et Oli. Comment vous allez les gars? Ça va, toi? Ça va. Ben oui, merci. Alors aujourd'hui, le podcast, comme d'habitude, sponsorisé par Arbonne. Qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre et de la crème pour le visage, pour être des beaux bonhommes comme moi, Sed, Étienne et Oli, bien sûr. Il y aura un lien dans la description. Le concours prend fin le 10 mai et vous courez la chance de gagner un panier rempli de produits Arbonne pour vos soins. Alors, les gars, avant d'aller dans les nouvelles de la semaine, on va y aller avec des petits éditos pour garder la focus de l'audience. Alors aujourd'hui, au menu, qu'est-ce qu'on a? On a les nouvelles de la semaine, certes. On a les échos du CH, on a les questions du but, qui est un nouveau segment. On a les face-à-face Prime Edition. Alors, les échos du CH, depuis la perte de notre guerrier au grand cœur, la Saint-Flanelle n'est plus sainte. Elle est en quête. Est-ce que le jeune prodige viendra les aider à redresser le navire? La réponse dans les échos du CH. Pow! Pour les autres, on va arriver plus tard et c'est moi qui les ai écrits cette semaine. Alors, dans les nouvelles de la semaine, Andrew Shaw annonce sa retraite à 29 ans due aux commotions. Triste fin de carrière. Ouais, ben en même temps, tu sais, avec le style de jeu qu'il jouait, je dis pas que c'était inévitable, mais c'était sûr que ça allait arriver à un moment donné, tu sais. Tout de même, Andrew Shaw, je veux dire, c'était pas un All-Star, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher, désolé, on va pas se mentir. On va pas se le cacher. Pareil, tu sais, ça reste une très belle carrière pour Andrew Shaw, un bon gars de 3-4e trio, tu sais, qui apporte de la profondeur puis un aspect physique au jeu. C'est ça. En général, Andrew Shaw a quand même une très belle carrière. Aussi, two-time Stanley Cup champion, on va le dire. Exactement. Puis partout où est-ce qu'il a passé, peu importe où est-ce qu'il a joué, il a eu du succès, puis il a aidé pour chaque équipe qu'il a joué. Fait que, ouais, une belle carrière. Une belle carrière. Elle est très aimée des partisans de Montréal aussi, Andrew Shaw. Mais très belle carrière malgré tout. Mais ça va lancer un débat dans la Ligue nationale sur les commotions, selon moi. Effectivement. C'est triste parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce gars-là, mais belle carrière. Belle carrière. Ouais, c'est ça qui est plate. Un très bon grinder. Très gros. C'est ça. Parce que la principale affaire à dire, c'est ça que c'était un très bon grinder. Il faisait très bien la job qu'il était supposé faire. Ouais. Mais les commotions ont vraiment ont scrappé sa carrière. C'est malheureusement. Ça. Tandis qu'on va à une retraite un peu plus naturelle maintenant, Ryan Miller a annoncé sa retraite à la fin de la présente saison. Il l'a annoncé, je pense que c'était hier. Ouais, hier ou avant-hier, là, je sais pas. Ouais. Ben, ça, tu peux commencer sur ta lancée. Ouais, mais tu sais, Ryan Miller, moi, je trouve que c'est le bon moment pour qu'il annonce sa retraite. Ça peut surprendre certains, mais selon moi, Ryan Miller, il est rendu là. Il a eu une excellente carrière, puis en vrai, il n'y a pas rien d'autre à dire que ça. Il a eu une excellente carrière. Il a bien joué partout où il a passé. Puis on va juste dans le podcast pour évidemment les viewers, là, parce que les boys, vous le savez déjà. Là. Mais Ryan Miller, je trouve qu'il était tellement underrated quand il était à Buffalo parce que c'était une machine, c'était le pilier de Buffalo quand il était là. Il a gagné un Vézina, mais ça, dans Buffalo. Ça, je semble que oui. Pas sûr, mais c'est très probable. Continue, je vais regarder. Continue. Oui, mais en général, je trouve qu'il n'y a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir parce que c'était, comme je viens de dire, c'était un pilier de Buffalo quand il était là. Très, très bon gardien de but. Malheureusement, il prend sa retraite. Mais comme ça, il a dit, je rejoins à son point. Je pense que c'était aussi le temps. Ryan Miller, il en a gagné un, Quand il était à Buffalo? Oui, en 2009-2010. Non, mais il est totalement mérité aussi, on peut se le dire. Oh oui, c'était un excellent gardien. Même encore là, comme numéro 2, il a plus son flash dans le temps qu'il avait. Mais il était quand même correct. C'était un bon backup, Ryan Miller. Mais oui, c'est dommage. Tu peux te fier sur lui en tant que backup à 100%, comme Montréal peut se fier à Jake Allen. Même là, c'est encore. Ben écoute, je prends en général, là, boys. Là. Je prends en général. Ouais. Je parle pas pour l'instant, là, parce que j'ai vu la réaction à Oli puis je le sais exactement. Là. Mais non, ça. Je prends en général. Tu peux quand même relativement te fier, mettons, à Jake Allen ou là, Ryan Miller. T'sais. Je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport à Miller. Peut-être qu'il aurait pu continuer l'année ou deux, mais présentement, avec l'équipe qu'il a, je pense pas qu'il y a des chances d'aller chercher une Coupe Stanley. Fait que je pense que c'est un bon temps pour lui de se retirer. Puis, Totalement. Ouais, Ryan Miller, quand même, en carrière, quand même 390 victoires avec une efficacité de 914, qui est quand même excellent là, en carrière. 914 qui est très, très bon là, pour un overall en carrière.
Et aussi, c'est lui qui s'est fait scorer le Golden Goal en 2010 par Sidney Crosby dans les Jeux olympiques. Oups! Oupsi-doupsi. Alors, sinon, aujourd'hui, Ilya Kovalchuk et l'avant-garde d'Osm se sont entendus pour annuler le contrat de Kovalchuk pour qu'il retente un retour dans la Ligue nationale. C'est quoi? C'est toujours ton Pour la troisième? 16e fois. Non. C'est ça. Mais ça, c'est sa troisième fois qu'il s'essaye. Ben, si je peux me prononcer, boys, si vous n'avez pas d'objection à ce que je me prononce en premier. C'est peut-être un hot take, mais honnêtement, moi, Kovalchuk, là, pas je comprends pas, mais je pense pas qu'il devrait nécessairement retourner dans la NHL. Oui, il est bon, mais on s'en tient à l'âge, tu sais, puis on regarde comment la NHL évolue. Là. La NHL évolue sur la vitesse, carrément. Je dis pas que Kovalchuk n'est pas quelqu'un de mobile ou rapide ou whatever, c'est juste que, je sais pas, je pense pas qu'il aurait vraiment sa place. Tu sais, il a essayé avec Montréal, puis oui, ça a été quand même très bien passé avec les Canadiens. Non, c'était bien passé, c'est ça, je veux dire. Qu'est-ce que je veux apporter, par exemple, lié à ça, c'est que à un moment donné, quand tu essayes, puis tu repars, tu reviens, tu repars, je veux dire, tu perds le beat de la NHL, puis la NHL, vraiment, elle continue, tu sais. Fait que, je ne sais pas, je suis pas très... Je suis pas autant hype, désolé pour l'anglicisme, je suis pas autant hype du retour, Sam en fait un, de Ilya Kovalchuk. Ben, moi, j'irais à l'inverse. Avec. Parce que Kovalchuk, je suis d'accord qu'il n'y a plus la vitesse, mais on le voit un peu avec Perry. Perry, c'est un gars qui n'a plus de vitesse, mais il est tellement intelligent dans ce qu'il fait à la glace. Puis honnêtement, Kovalchuk, on l'a vu avec les Canadiens quand il était de passage à Montréal. C'est un leader, c'est un vétéran. Il apprend aux jeunes. Puis tu as toujours besoin d'au moins 1, 2, 3 vétérans comme lui. Tu fais jouer ça sur la quatrième, tu fais jouer ça en power play. Les minutes qu'il va jouer, il va être efficace. Tu le feras pas, il ne jouera pas plus que 10 minutes. Mais je pense qu'il a encore sa place dans la Ligue nationale et qu'il peut encore rendre de fiers services à une équipe. Ça serait un excellent mentor pour Cole Caulfield. Ouais, c'est exactement ce que je m'en allais dire. Mais là, les assises vieux dans l'équipe, ça va faire à un moment donné. Non, mais Eric Stahl, il sac son camp et je pense Kovalchuk n'importe quand. Non, mais tu sais, pour vrai, moi, j'aime bien mieux Kovalchuk que Michael Frolik. Là. Oui. Si je peux ajouter une dernière affaire, boys, pour faire l'avocat du diable, parce qu'évidemment, c'est un running gag, j'adore faire l'avocat du diable. En fait, avec ce que Oli a dit, tu as dit que, tu sais, il va jouer peut-être 10 minutes par game, mais est-ce que tu veux vraiment utiliser, même avec l'âge, un talent que Ilya Kovalchuk a ou avait, là, tu sais, pour seulement qu'il joue 10 minutes? Non, ces 10 minutes-là, tu vas en avoir besoin. Parce que c'est 10 minutes qui vont te jouer des 10 minutes fiables. Si tu es un jeune que tu as sur le jeu, mettons, tu as besoin dans une certaine situation de match, des fois, tu ne devras peut-être pas embarquer ton jeune parce qu'il n'est pas assez fiable, il n'a pas assez d'expérience. Parce que si tu as un Kovalchuk, assez d'expérience, ça fait plusieurs années qu'il joue en Ligue nationale, lui, tu vas avoir besoin de ces minutes-là qui vont te les rendre en fin de match ou peu importe. Non, je comprends totalement d'accord. Oui, c'était vraiment une question que je posais, c'était juste que je me demandais. Je suis d'accord. Moi, j'y crois que tu peux faire un retour, mais je ne vais pas être hype, neutre. Je vais juste faire comme OK, c'est bon. Moi, pour vrai, je serais content là qu'il run avec le Canadien. Ou même s'il ne revient pas avec le Canadien, comme vous venez de le dire, c'est un gars fiable. Fait que moi, je pense avec n'importe quelle équipe qui va aller, ça va juste être une bonne affaire pour cette équipe-là. C'est ça, la question, c'est est-ce qu'il y en a qui le veulent? C'est ça, juste pour venir là-dessus, une dernière petite affaire, ça va prendre littéralement 10 secondes. Je suis d'accord avec vos points. La seule affaire qui me retient au niveau de Ilya Kovalchuk, c'est vraiment l'âge et comment la NHL évolue. C'est vraiment ça qui me retient, moi, dans ce cas. En fait, pour un peu compléter ce que tu dis, je pense que si je comprends ton point que tu amènes, à quelque part, si je suis un peu d'accord avec toi, à quelque part, il pourrait être utile pour une équipe de la Ligue nationale, mais pour lui, personnellement, revenir encore une fois à la Ligue nationale, je pense pas que c'est... Non, OK, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Alors, sinon, il y a aussi Drouin qui quitte les Canadiens pour des raisons personnelles. Ça a fait un tollé dans les médias cette semaine. Des partisans s'excusent envers Drouin parce qu'il y en a qui pensent que c'est à cause des vagues d'insultes qu'il envoie à Drouin parce que Chris, il n'est pas bon. Mais il se fait bâcher, là, je veux dire, comme je l'ai dit avant le podcast encore là, avant qu'on filme ça pour les viewers, tu sais, je trouve ça vraiment plate parce que la fanbase de Montréal, ça peut être soit la meilleure ou la pire. Ouais, bipolaire. C'est ça. Puis c'est ça qui affecte vraiment les joueurs. Ça aussi, c'est une affaire qu'on ne parle pas souvent, par exemple, dans le podcast. C'est les réactions des fans ou du monde qui te supporte. Ça a un énorme impact sur ton style de jeu aussi. Tu sais, ça reste des humains, là, Drouin, là, il reste un humain comme tout le monde.
il se fait dire à chaque petit jour que c'est une merde, puis qu'il joue mal, puis qu'il se fait bâcher tout le temps. Là. Ça y rentre dans le moral à un moment donné. Là. Puis ce que les partisans font, là, c'est que quand mettons, on prend l'exemple du Canadien, quand le Canadien connaît beaucoup d'insuccès, ce qu'ils ont tendance à faire, les partisans, c'est oui, ils sont bipolaires, je suis d'accord, mais ils ciblent toujours 1 ou 2 joueurs en principal, puis là, c'est eux le problème, c'est à cause d'eux. C'est souvent Price. On parle Des souffres-douleurs. Ouais, c'est genre Price, Weber, Drouin. Ben pour l'instant, c'est Weber, Drouin, pas mal, je vous dirais. Là. Ouais. Ouais, mais faudra en trouver un autre parce que les deux sont plus là. Là, je pense que c'est Rick Stahl, là, le prochain. Mais Étienne, moi, par rapport à ce que tu disais, je suis pas d'accord que Canadien, des fois, la fanbase, sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est la meilleure parce que moi, je trouve que la fanbase du Canadien, que le Canadien joue bien ou pas, ils vont tout le temps trouver un moyen de chialer. Ben, c'est ça qu'il a dit. Mais c'est ça que je dis, c'est qu'il est c'est ça qu'il a dit. Puis en plus, les médias... j'avais pas compris ça de même. OK. Puis en plus, pour rajouter une petite affaire, les médias, ils contribuent pas non plus. Ils sont tout le temps sur les journalistes, ils font exprès. Tout le temps sur leur cul. Hey, Price, là, je sais pas si c'est... Je ne sais plus c'est quelle année exactement, là, désolé. Ah, ça fait 2-3 ans. Là, mais je me souviens qu'il le lâchait pas. Ouais, ça fait 2-3 ans d'affaire Price. C'est ça, laissez-le respirer. Il faut qu'il joue sa game aussi. Là. À un moment donné, c'est lui qui a dit qu'il avait besoin de repos mental. Ouais, je pense que c'est ça, il y a 2-3 ans à peu près, comme tu as dit, Loric. Ouais. Ah, c'est ça. Ben, moi, je pense totalement, pas totalement, mais en grande partie, que c'est à cause des médias. Il lâchait pas. Puis encore là, même quand il était à son repos, Chris, les journaux pour Price, ils partaient des rumeurs. Oh, il a trompé sa femme. Puis les fans ils embarquaient là-dedans en plus. Parce que ça devient un gros débat psychologique. Les médias sont là pour gratter le bobo déjà ouvert. Tu sais, le bobo qui saigne déjà, là, les autres sont là pour genre tourner le couteau dans la plaie. J'aurais pas pu mieux formuler que ça. Pour en revenir sur Drouin, là, je trouve ça vraiment dommage parce qu'un gars comme Drouin, un Québécois, puis il s'investit dans la communauté, tu sais, les hôpitaux, ces trucs-là, il s'est toujours investi, il est toujours là pour donner le sourire au monde, les malades, ces affaires-là, puis nous autres, de la manière qu'on le remercie, c'est de même, on l'envoie en dépression chez eux. C'est ça, tu sais. C'est à coup de volée, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, d'un autre bord, avocat du diable time, si avec le salaire que tu as, le talent que tu peux avoir et tout, tu fais des contre-performances, là, je dis pas qu'il faut l'insulter, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, si tu n'arrêtes pas de faire des contre-performances, puis plein de déceptions de même, faut que tu t'en attends. Faut que tu t'en attends. Je comprends ton point. Mais c'est sûr qu'il y a comme la sévérité des insultes. Parce qu'il faut juste que les fans trouvent un entre-deux, c'est juste ça. C'est ça. Parce que là, c'est vraiment poussé à l'extrême pour rien. T'sais. Mais pas pour rien, mais comme. C'est correct de chialer. Mais de là à tout le temps chialer, puis que ça fait. On a l'exemple. Ça finit comme ça. Ça finit de même avec Drouin qui quitte à cause de justement un break mental de tout ça. C'est ça. Il y a ça, entre autres. Puis il y a 2 types de fans pour Drouin. Pour, mettons, les fans qui bâchent Drouin, tu as 2 types. Tu as soit ceux-là qui insultent sans relâche, ou tu as ceux-là que je me qualifie dedans, qui essayent de, comme, des fois, trouver le bon côté, ou qui fait juste dire OK, on va l'échanger parce que ça. Tu sais, qui donnent des raisons pourquoi il n'est pas bon. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est juste comme il est à chier, décalisse, meurt. C'est pas pareil. C'est Drouin des situations de même. Aussi, moi, je trouve que les fans des Canadiens, c'est que quand quelqu'un dit de quoi, pour pas être contre eux autres, ils embarquent avec eux, même s'ils ne le pensent pas. Fait que ça fait qu'il y a de plus en plus de monde, puis ça mène à ce que ça a amené en ce moment. Ça peut créer beaucoup de cas comme on le voit avec Drouin ou avec Price, 2-3 ans. C'est pas bon pour l'équipe non plus. C'est ça. Donc, finalement, Patrick Roy engage un agent pour revenir dans la Ligue nationale. Vous en pensez quoi de ça? Il va revenir. Ah, c'est sûr qu'il va revenir. Il va revenir. On est tous d'accord là-dessus. La question, c'est où? Seattle. Oh! Ça m'étonnerait même pas, Oli. Oh! Ça m'étonnerait même pas. Moi, je dirais soit Seattle ou Montréal. C'est un des deux. Non, moi, je vais 100% avec Seattle. Non, mais attends, check, parce que Montréal, il l'a dit. Il a dit qu'il aimerait ça. Il aimerait ça faire son dernier. Il aimerait ça faire son retour, genre son retour national à Montréal. Mais est-ce qu'il pense vraiment? Je veux dire, il est parti de Montréal justement
à cause de tout l'environnement. Ouais, Attends, puis mais par rapport à 90. Seb, Même, par mais rapport à même ce si que c'était tu les années dit, 90, ça change pas le fait que ils l'ont traité comme de la merde. Là. mais moi, tu sais, je le verrais à C'est pas Seattle. Molson, c'est pas. Oui. Attends, Oli veut dire de quoi? Ah, mais je le verrais à Seattle, comme je t'ai dit, Étienne. Sauf que par rapport à ce que Ced a dit à Montréal, tantôt, j'écoutais JC, puis ils ont amené quelque chose de vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui disait, Patrick Roy, il ne veut pas rentrer dans un club en reconstruction, il veut aller dans un club qui va être gagnant. Mais il y a plusieurs équipes qui ont peur de vouloir l'approcher pour leur équipe parce que justement, tu sais, avec les remparts, il y a autant de coach que de directeur général. Fait qu'en arrivant dans une équipe dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'il va coacher, mais il voudrait peut-être aussi diriger en haut pour dire hey, tu vas aller me chercher tel joueur, tel joueur. Ben, C'est la raison pourquoi il a quitté le Colorado. Exactement. Fait que pour en venir à ce que c'est disait avec le Canadien, ici, on a Molson en haut, ça pourrait y faire une carte cachée. Ce que je m'explique. Tu sais, mettons Bergevin, il est, mettons, sur le bord de se faire éclairer. OK? Molson, il peut jouer une carte cachée, ramener du charme en tant que coach adjoint, peut faire rentrer Patrick Roy comme coach en chef. Puis si Bergevin ne fait pas la job la saison suivante, tu peux servir de cette carte-là pour monter Roy en haut, puis ramener du charme en tant que. Ça peut être en même temps, est-ce que tu veux prendre Roy contre Bergevin? Je veux dire, si tu regardes tous les moves ou toutes les actions en général, qu'est-ce qu'il a fait Bergevin, c'est pareil, pas mauvais. Est-ce que tu veux le remplacer pour quelqu'un? Est-ce que tu veux remplacer une formule qui marche? Moi, je suis fan numéro 1 de Bergevin. Il m'a te dit, là, sa job, je l'ai trouvé écœurante. Mais on va revenir à ce qu'on disait tantôt, les partisans. Ouais. Hein? Les partisans, et quand ils réclament une tête puis ils s'acharnent sur quelque chose, et là, tout le monde le dit. Là. Si le Canadien ne connaît pas des succès, le prochain éclairé, ça se tourne tout vers Bergevin. Ça, on montre, admettons, 4 ans, je faisais partie de ceux-là qui voulaient sa tête. Mais à partir sûrement comme de l'échange de Galchenyuk pour Domi, puis même un peu avant, j'ai regardé les échanges, puis là, j'étais comme, OK, ouais, là, ça fonctionne. Weber contre Subban, ça m'a fait mal pendant longtemps. Mais après, comme, on dirait que cet échange-là m'a aussi allumé en disant, hey, il est pas mauvais, là, regarde ce que ça fait. Ben, moi, pour vrai, tu sais, la fois que tu disais, Étienne, là, mettons un échange, genre Patrick Roy contre Bergevin, pas que je suis d'accord, mais je pense qu'un vent de fraîcheur, même si Bergevin, ça marche super bien, je pense qu'un vent de fraîcheur, ça pourrait quand même pas faire de tort. Mais c'est ça mon point, c'est pourquoi tu changerais une formule gagnante. Tu regardes tous, tu sais, on va juste se concentrer sur gagnante. C'est ça, c'est pas une formule gagnante. On fait le premier tour, puis merci, bonsoir. Non, mais je veux dire, quand tu regardes l'histoire de trade, genre l'historique de trade, je veux dire, à chaque fois, là, dans genre 90% des cas, ça a été gagnant. Fait que pour moi, honnêtement, c'est une formule gagnante. Là. Fait que, je ne verrais pas pourquoi il y aurait un besoin de changement, même si il est très probablement peut-être en position pour se faire échanger, pour se faire sacrer. Mais ça revient à ce que Oli disait. Tu le mets coach, tu mets du charme adjoint, tu laisses Bergevin DG, puis s'il fait la job, tu le laisses là. S'il ne fait pas la job, tu mets Roy. C'est une bonne affaire. Moi, je laisserais quand même coach. Mais ça, j'amenais ça pour Jeff Molson, mais moi, comme je te disais tantôt, Étienne, moi, c'est à Seattle, je le verrais. Honnêtement, moi aussi. Moi, les viewers connaissent mon point de vue sur, je vais dire sur le Drouin. Sur Patrick Roy à Montréal, je ne le veux aucunement. La seule place que Patrick Roy à Montréal me dérangerait le moins, ça serait vice-président hockey. Je pensais que tu allais dire Maigredin. Non. Je dirais pas non, mais tu sais qui serait utile, ça serait vice-président hockey. Dans le fond, il serait le boss de Bergevin. Ouais. Ça serait le seul poste que je le verrais parce qu'il aurait le pouvoir pareil. Parce que là, c'est lui qui déciderait si l'échange est bon ou pas. Mais tu sais, encore là, c'est là qu'Étienne embarque en disant que 90% des trades de Bergevin fonctionnent. Fait que Roy à Montréal, pour moi, c'est un nom. C'est un coach ben trop bouillant pour une équipe ben trop sensible en ce moment. Ouais, mais pour revenir à ça, bouillant, tu viens de le dire. C'est un passionné, ce gars-là. Puis les partisans à Montréal, c'est les passionnés. En tout cas, moi, là, étant un passionné du Canadien, j'aimerais vraiment ça voir un coach en arrière passionné, puis qu'à tous les soirs, là, moi, un coach qui pète une coche après un arbitre en fin de game parce qu'il fait un call de marde, il n'y a rien qui me dit oh, wow, le gars, il se dévoue vraiment pour son équipe. Là, tu vois? Mais en même temps, moi, je préfère rester avec Seattle, honnêtement, comme tu avais dit au début. C'est ça. Je sais pas pourquoi je le vois tellement à Seattle. Là, moi aussi, je le vois. La seule affaire qui me retient d'aimer Patrick Roy à Montréal, c'est le fait qu'il veut trop de pouvoir. Comme on l'a dit. Ouais. Il veut trop de pouvoir. On l'a vu au Colorado, il a pas eu ce qu'il voulait, il a sacré son camp. Fait que c'est une bombe à retardement. C'est ça que j'aime pas de Patrick Roy. Ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Alors maintenant, les échos du CH. Alors, pour eux,
les nouveaux auditeurs sur Spotify, les nouvelles personnes qui écoutent dans l'audience YouTube. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait des résumés des matchs du Canadien. Justement, celle-là qui a gagné 5-3 tantôt. Pas dans PowerPoint, mais on va en parler tantôt parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, la première, déjà là, on souligne le premier match de Cole Caulfield contre les Flames de Calgary. Victoire du Canadien 2-1. Hey, c'est rare qu'on dit ça, victoire. C'est passé lundi, le 26 avril. Jake Allen, 21 arrêts sur 22 tirs avec un taux d'efficacité de 955. Et Calgary, dans les buts, on avait Jakob Markstrom avec 22 arrêts sur 24 tirs et une efficacité de 917. Qu'avez-vous pensé de ce match-là? Ben, je vais y aller parce que j'y vais. Oui. En tant que tel, c'est un bon match. Ça a quand même été serré jusqu'à la fin. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a surpris aussi, je pense qu'il a pas mal surpris tout le monde, c'est que Shea Weber marque un but. Genre qu'enfin, il pogne le net. On s'entend que il pogne jamais le net. Là. Effectivement. Mais non, pour vrai, je trouve que c'était une bonne game. C'était serré des deux bords. Une excellente game de Jake Allen, aussi de Markstrom. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas plus à dire sur cette game-là. C'est juste une bonne game serrée. Puis... Moi, du hockey comme on aime voir. On peut souligner la part de Cole Caulfield. Ouais. Qu'avez-vous pensé de son premier match? Ali, vas-y. OK, bon. Ah, vas-y, Caulfield, moi, j'ai bien aimé sa game. Tu vois, c'est pas un gars qui va s'impliquer sur le long des bandes. Là, il fera pas ça, mais tu vois, il est tout le temps dangereux, puis c'est toujours une menace dans l'enclave. Les gars là, de la Ligue nationale, j'ai remarqué les Flames. Là, le gars, c'est sa première game, là, puis déjà là, il était déjà marqué dans la zone. Ouais. Déjà là, il rouvre le jeu pour ses alliés avec qui il joue. Moi, je l'aime. Honnêtement, je trouve qu'il y a déjà un impact. Il n'y a peut-être pas encore de points. Mais ça se voit. C'est une menace offensive à tous les jeux. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on le parle souvent pour ses qualités offensives, mais contre Calgary, il a fait des beaux back-checks en défense. Il est tout le temps le premier à revenir. Puis honnêtement, ce gars-là, il a joué dans les deux sens de la glace lundi contre Calgary. Ben, même ce soir, il a très bien joué défensivement, je trouve. Présentement, il joue comme un joueur complet. À part l'apport physique et tout. Mais présentement, il joue dans les deux sens de la glace. Puis pour revenir à lundi, la victoire en général, moi, je pense que si on a gagné, c'est parce qu'on a marqué le premier but enfin. Oui! Le premier but. Parce qu'on va se le dire, là, comment il s'appelle? Sutter, le coach à Calgary? Daryl Sutter, ouais. Daryl Sutter. Exactement. Ce gars-là, c'est un vieux de la vieille et il joue la trappe quand il prend les devants. Écoute, on les a vus 8 fois, les Flames, là, je ne sais pas combien de temps, on était écœurés des verres. Dès qu'on accordait le premier but, je pouvais déjà te dire on a perdu. Là, on a scoré le premier but, puis en scorant le premier but, on a forcé les Flames à ouvrir le jeu, qui nous a créé beaucoup plus d'occasions offensivement. Puis garde le résultat, ben oui, c'est serré, mais on a la victoire pareil au final. Oui. Puis pour revenir sur Caulfield qui a eu 4 tirs au but et une qui a été une chance de marquer pour Philippe Danault. Donc, même s'il tire beaucoup, ça a créé des chances. Puis ça, même du jeune Caulfield. Étienne, avais-tu un petit mot à dire sur le match de lundi ou on peut passer à l'autre? Je pense qu'on peut passer à l'autre. Je pense que pour tout a été dit. On passe à l'autre. Alors, défaite du Canadien. Là, on est plus habitué. Défaite du Canadien contre les Maple Leafs à Étienne. Jack Campbell, 32 arrêts sur 33 tirs avec un taux d'efficacité de 970. Et Jake Allen, 25 arrêts sur 29 tirs avec un taux d'efficacité de 862. Ouch! Ouais, je vous le savais déjà, je veux dire, Austin Matthews, big. Oh, quel but! Ah, son but, là. C'est juste Austin... J'ai rien d'autre à dire, juste Austin Matthews. Ouais. C'est comme... C'est ça, là. Je veux dire, oui, Montréal a une très bonne équipe, mais en même temps, c'est Toronto, puis t'as Austin Matthews, puis Marner, puis Nylander, puis tu sais, c'est comme... Non, mais Étienne, tu te dis qu'est-ce que tu as à la game? Le but en power play après 1 minute et demie. Ouais. Il a tué la game complètement. Effectivement. Tu sais, un tic-tac-toe parfait. Oublie ça. Le Canadien, après ça, il avait la tête d'un culotte. Puis, moi, honnêtement, après le premier but, je savais déjà que le Canadien avait perdu. Mais comme on dit tout le temps, le Canadien, c'est un problème de confiance, là, puis de détermination, puis tout. Là, c'est juste, c'est de même tout le temps. Là, shout-out au sniper Suzuki, par contre. Ah ouais. Oui. Parce qu'à la limite, là, tu donnes le premier but contre Ottawa. C'est pas pareil que de donner le premier but contre Toronto. T'sais. Non, vraiment pas. Là, c'est que tu donnes le premier but après 1 minute et demie en power play contre Toronto. T'sais. Non, mais honnêtement, contre Toronto, si tu donnes le premier but, là, ça va être tough à remonter. Ben, c'est ça que je te dis. Si tu donnes le premier but contre Ottawa, ça va déjà être plus facile. T'sais. Contre Toronto, là, qui est littéralement une powerhouse offensive, ça va être difficile.
Ouais. Puis, tu sais, maintenant, on est proche de la saison. Vous en pensez quoi d'une série Toronto-Montréal? Oh, j'aimerais tellement ça. Ah, c'est comme malade, honnêtement. Est-ce que vous pensez que le Canadien a ses chances? Moi, je pense que ouais. Avec l'effectif complet, je pense que le Canadien a des chances. Tu ramènes Tatar, Gallagher, Drouin. Moi, je vais aller totalement au contraire. Je pense pas qu'ils ont des Price, chances, là. mais c'est très minime. Je pense pas qu'ils ont beaucoup de chances contre Toronto. Hey, Toronto, boys, je vous ai demandé, il faut qu'on se rende au fait. Là. Ouais, il faut se rendre au fait que c'est une équipe de choker aussi. Ouais, passe au Non. prochain, là, c'est le temps. Là. C'est le temps, vas-y, passe. Non, c'est Non, mais correct. pour- Ils veulent non, pas mais que je pour- parle trop de mes Maple Leafs. Non, mais pour revenir à ça, vite fait, tu sais, le Canadien, on dirait, oui, en début de saison, c'est une équipe magnifique, tout après, ça a planté. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe bâtie pour les séries. Ouais. On dirait que la saison régulière a de la misère, mais pour les séries, j'ai l'impression qu'ils vont réussir à trouver un moyen de step up. Pour ça, il faut qu'il efface. Puis j'ai Déjà. l'impression, aussi, Laurie, par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression que les gens oublient que les séries, c'est une nouvelle saison. Là. Puis pas juste par rapport à il n'y a plus de fiches, puis là, c'est des. Non, c'est pas ça. La game, elle change complètement. Là. La game est beaucoup plus serrée. Ça frappe beaucoup plus. Fait que les vedettes, les Marner puis les Matthews, tu vas beaucoup moins les voir. Là. Tu vois, dès que les games commencent à brasser, là, moi, à partir de la game de mercredi, à partir de 3-1, en troisième période, quand que les Anderson, les Weber, les Edmondson ont commencé à frapper beaucoup plus, je ne sais pas le temps de glace de Matthews en troisième période, mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup moins joué. Puis il paraissait beaucoup Anderson, moins il sur va la glace. plaquer pendant les playoffs. Oh, Hey, boys, c'est même pas un take, mais laissez-moi m'expliquer avant que vous commenciez à réagir, OK? Parce que ça va sonner totalement fucké, mais laissez-moi m'expliquer, OK? On essaye de battre dans le dernier podcast. Montréal, j'ai l'impression que leur roster... Genre, Montréal, je les compare un peu à Buffalo. Attendez. OK, Laurie change de... Attendez, je vais expliquer. Montréal, leur team sur papier, leur roster est insane, mais ils n'ont pas le résultat escompté. C'est pas mal moins pire que Buffalo, genre vraiment moins pire. Là. Mais, tu sais, Buffalo, ça ne change pas le fait que sur papier, leur roster est insane. Puis Montréal, je les trouve comme ça. Fait que c'est pour ça que je doute vraiment de leur performance en série. ouais, mais Parce que sur papier, ils sont insane, mais en vrai, ils sont bons, mais pas tant. Ils sont plus solides que Buffalo. Si on y va par rapport au roster, pas autant que Buffalo. Mais... Si on y va comme ça, Étienne, on peut y aller aussi dans le sens de Toronto. Ben, c'est ça, exact. Oui, ça qu'on allait ils dire. sont insane, puis ils sont insane. Je sais pas c'est quoi le... Ouais, mais Étienne, c'est parce que la game en playoff n'est pas pareille. Non, c'est ça, est totalement de sens. C'est ça que je dis. Je prends juste le contexte là du fait que Montréal a un roster extrêmement fort. Tu regardes les noms, puis c'est insane. Mais en pratique, ils ont de la misère. Ça reflète pas. C'est ça. Moi, pour rejoindre le Rick, je suis juste crissement hâte de voir Anderson en playoff. Ils vont manger les bandes. Là. Ça, je dois le donner. Anderson en playoff, ça doit être insane. Watch out les coups d'épaule sur Matthews. Oh, oui. Si c'est pas Marner qui va s'en manger. Ouais. Marner va crever si fucking Josh Anderson. Alors, nouveau segment, les questions du but. Alors, au basket, il y a le fameux ball don't lie. Est-ce qu'au hockey, on peut y aller d'un puck don't lie? C'est ce que nous allons voir dans ce segment dans lequel chacun des coins du but contient une question tranchante pour chacun de nos analystes. Alors, qui peut être le premier à tirer? Vu que je connais les questions, moi, je suis dernier. Ouais, vas-y, Seth. OK, je peux y aller. Vas-y, Seth. Ah, tu m'as montré les questions, je ne me rappelle plus lesquelles sont où. Je vais y aller en bas à gauche. En bas à gauche. Alors, est-ce que la Coupe Stanley est encore la motivation première de Carey Price? Ouf. Oh, la face à Étienne. Si boire. C'est exactement celle-là que je ne Mais là, voulais pas avoir. Est-ce que c'est juste moi qui réponds ou genre vous répondez c'est juste toi. aussi? C'est juste toi qui réponds, c'est ton avis. OK. Moi, je pense que oui, parce que je trouve que avec l'équipe que les Canadiens ont en ce moment, puis aussi le fait que Carey Price n'a jamais gagné la Coupe Stanley,
Je pense que c'est ça qui le motive, c'est ça qui fait en sorte que justement, il reste à Montréal parce qu'il veut gagner une coupe avec Montréal, ça, je suis sûr et certain. Mais aussi, je pense que, il voit quand même les progrès que Montréal y fait. Puis je pense aussi le fait qu'il reste à Montréal, c'est qu'il voit que dans le futur, Montréal peut devenir une équipe extrêmement dominante. Fait que moi, c'est pour ça que je dirais oui. Je sais pas si c'était clair comment je l'ai dit, là. Mais... Non, oui, on a compris. OK. Alors, c'est qui entre Oli et Étienne le prochain à tirer, sachant que le coin gauche en bas n'est plus valide. Tu correct, Oli, si je veux? Yes. Je vais aller en haut à droite. En haut à droite. Est-ce que les succès des Pingouins cette année sont un one-year wonder? Hey, bien tes questions. C'est des questions, man. Écoute, je vais dire que oui. Ooh. Je vais dire que je pense que c'est un one-year wonder. Parce que si on voit, ça va être tout simple comme explication, ça va avoir l'air obvious, mais ça le paraît vraiment un deeper meaning. C'est que on regarde comment les Pingouins vont en ce moment. Puis je pense pas que c'est une franchise qui va continuer à vraiment gagner. Parce que, tu sais, ça reste que. Ils ont leur core, tu sais, le temps Crosby, Malkin, mettons. Là. Mais ce core-là vieillit. Oui, il faut que tu aies des vétérans. Oui, il faut que tu aies de l'expérience pour amener les jeunes. Mais je pense que ça s'en va vraiment en plus. T'sais, ils ont eu leur année de gloire quand Crosby, de 2009 à comme 2017, ils ont gagné. Là. Mettons 2010-2017, puis après ça, il faut qu'ils. Je pense que ça va descendre puis ça va remonter après. Mais je pense que là, ils s'en vont voir la descente. OK. Comme j'ai dit, je pense que c'est tout simple comme explication, mais je pense que c'est vraiment ça. Donc oui, je pense que c'est un one-year wonder. OK. Fait que Oli, il te reste soit le coin gauche, soit en bas à droite. Coin gauche, oui. Coin gauche, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser les Flyers? Hey, c'est des questions rats, ça! Tabarnak. Oh, les solutions sont à court. Écoute, c'est parce qu'il y a tellement de problèmes là-bas. Là. J'ai de la misère à comprendre ce qu'ils font, honnêtement. Je pourrais te dire éclairer le coach. Je pourrais éclairer Alain Vigneault. Tellement de problèmes. Oh, Alain Vigneault. Moi, je vais te dire ce que je ferais. Je claire Alain Vigneault, je mets Michel Therrien en chef. OK. Ce que je fais, il y aurait ça dans les nets. J'essaie de trouver quelque chose pour remplacer Carter Hart. Carter Hart, honnêtement, il n'est pas assez mature dans son jeu pour être goaler numéro 1 encore en Ligue nationale. Fait que moi, je laisserais deuxième gardien de but, puis essayer de me trouver un goaler de premier plan. Là. Regarde, un peu, pourquoi il ne ferait pas un peu comme Vancouver? Oh, Kétienne n'est pas là d'accord. Moi, je suis pas d'accord, je suis intrigué. Je veux avoir l'explication. OK. Ben, on l'a bien vu cette année. OK. Carter Hart, l'année passée, il a bien performé, on s'entend. Avec les séries qu'il a connues, c'est des bonnes performances. Mais souvent, les gardiens de but, quand ils arrivent dans la Ligue nationale, ils veulent prouver justement ce qu'ils valent. Souvent, ils donnent plus que ce qu'ils valent réellement. Mettons, on prend l'exemple d'un joueur qui se fait échanger, Max Domi, est arrivé à Montréal, grosse première saison, après ça le crash. Même affaire qu'il fait avec les Flyers, il est arrivé avec les Flyers, grosse première saison, maintenant, ça le crash. Moi, je pense que cette année, c'est pas une bonne année pour lui, mais on voit aussi un côté du vrai visage de Carter Hart. Je pense qu'on l'a surévalué, puis je pense qu'on ne l'a pas vu à sa juste valeur. Puis honnêtement, à l'âge qu'il a, il est très jeune encore. Je pense juste qu'il n'est pas prêt encore à être goaler numéro 1. Je pense qu'un gardien numéro 2 pour l'instant, encore une année ou deux avant d'être prêt. Puis en attendant, trouve un goaler qui peut prendre le poste du goaler numéro 1. Okay. Je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il a été jeune dans la ligue et qu'on a mis beaucoup d'attentes sur lui. Ça, il a commencé à quoi? 20? 19, 20? Hey, pour un goaler, c'est jeune. Là, commencer à 19-20, c'est extrêmement jeune. Je pense que c'est 20 exactement. Oui, c'est ça. C'est très jeune. Puis c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, le marché à Philadelphie, ils ont fixé des attentes par rapport à lui, à les performances qu'il a données en série et ces affaires-là. Mais cette année, on voit que ça va moins bien. Puis là, lui, à son tour, il se fait rentrer dedans. Même Vigneault aussi, il est rentré dedans. Il se fait rentrer dedans de partout. Il s'est fait mettre sa passerelle, hein? Oui. C'est ça. Alors, non, finalement, je suis totalement d'accord avec Oli, finalement. Au début, j'étais sceptique, mais là, je suis totalement d'accord. Donc, vous m'avez laissé en bas à droite. Qu'est-ce que c'est? Pour gagner la Coupe Stanley, ce que les Maple Leafs avaient changé de John Tavares. Tes questions, c'est les pires ligues. Mais genre, d'une bonne façon, mais comme c'est chien. Pour moi, c'est un oui. Ouais, moi, Toronto doit échanger John Tavares s'il veut gagner la Coupe Stanley. C'est simple.
Toronto ont trop d'attaquants de qualité, ce qui fait en sorte que la défense est Il n'y a relativement pas de moyenne. profondeur. Il n'y a pas de Elle n'a profondeur. pas de profondeur, puis elle sous-performe, c'est calme. Donc, c'est sûr qu'échanger John Tavares, oui, tu perds un centre de premier plan. On s'entend. John Tavares, un centre de premier plan. Mais d'un autre bord, tu peux mettre la main sur un défenseur qui peut jouer avec Sur Morgan deux. Riley. Tu gagnes sur genre 2 défenseurs avec John Tavares. Oh, tu gagnes sur un centre, un def de premier plan, Tu peux avoir 2 un choix de def de premier premier tour. plan, Puis, un centre de premier, deuxième ligne, puis un autre gars de profondeur pour John Tavares. fait que, tu sais, d'un autre côté, pour Toronto, ça te fait des assets pour échanger, pour encore améliorer ton équipe. Fait que, Qui est d'après déjà moi, OP. c'est ça, qui est déjà très fort, mais le problème, c'est la défense et le gardien. D'après moi, John Tavares, il doit partir pour le bien des fans de Toronto. Oh! Même ça me fait rentrer un fan de Canadien, c'est ça. Mais, C'est bon, là. mais, Ça, ajouter de ouais. quoi? Vas-y. Par rapport à moi, je suis d'accord avec toi, là, Tavares, honnêtement, moi, je pense que c'est aussi une nécessité de l'échanger pour qu'il puisse gagner la Coupe cette année. Par rapport à quand il est parti des Islanders à Toronto, j'ai l'impression que Tavares, il est tout le temps, il est encore excellent. C'est un excellent joueur. Oui, C'est un joueur oui. élite de la Ligue nationale, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur que là, il y a moins le spotlight sur lui. C'est plus les Matthews, les Marner qui volent la vedette. Ouais. Tandis que quand il était à Islanders, Il y c'est avait lui qui juste avait la lui. vedette, puis il produisait beaucoup plus que ce qu'il fait présentement. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'avant qu'il perde beaucoup de valeur, Faux. c'est le moment qu'il l'échange. Fait que je suis d'accord avec toi. Surtout pour une équipe qui veut aller le chercher. Cette saison, c'est la saison parfaite parce qu'il en connaît une vraiment pas bonne pour son contrat. Mais Pour ce qu'il est moi, capable de faire, il en connaît une pas bonne. mais moi, de là vient ma question. John Tavares, underrated ou overrated? Over. Pour l'instant, over. À Toronto, En général, overrated. Il est correct rated. Ouais. Il est rated normal en général, mais pour là, over. Ouais. Alors, ceci Ouais, nous amène finalement au face-à-face Prime Edition. Ouais. Alors, dans l'histoire du sport, il y a toujours des grands face-à-face. Gretzky le mieux, Mayweather Jr. contre McGregor, Messi, Ronaldo, Curry, LeBron, et j'en passe. Nous avons utilisé notre QI hockey pour départager de grands joueurs dans leurs plus belles années et ça n'a pas manqué. Les choix s'annoncent très difficiles. Le Rick, Ça, tu l'as clairement écrit, le Rick. Ben, je les ai le tous Rick, écrits. le- Je les ai tous écrits. Quand j'étais là à mon chalet plus tôt cette semaine. Non. Tu vois Tu l'inspiration? passes au là? chalet, reste au chalet. Exactement. Seth m'a montré sa caisse de 12 qu'il a chuggé. OK. Alors, le premier, Prime Joe Thornton contre Prime Ryan Getzlaf. Mm. Qui est le premier à se lancer? Shotgun, Oh, c'est c'est pas bon. moi qui y va. C'est pas moi qui y va. Ah! Ça, c'est le contraire. Shit. C'est entre Oli et moi. Hey, Oli, ça tente d'y aller? Ben, vas-y. Ben, moi, regarde, moi, je vais me prononcer sur le joueur, puis toi, donne les explications. Je suis sûr qu'on prend le même. OK, Oh. go, vas-y. Quel joueur? Thornton. Ben oui, OK, c'est bon, on a le même. OK. C'est un bon début. Honnêtement, Joe Thornton, il a été au Charge la plupart de sa carrière, évidemment. Là. Date, Juste une un bonne playmaker hors pair, un fabricant de jeu, juste en général dans sa carrière, pas nécessairement juste dans les playoffs ou autre, c'est juste, il aide l'équipe où il va, tout court. Puis il était juste à San Jose, là. Puis on a vu comment ça fabrique des jeux pour, mettons, les Joe Pavelski, les Patrick Marleau, etc. Même il a joué avec Timo Meier, ben oui. Oui. Tu sais, juste ça montre à quel point que, premièrement, son expérience, deuxièmement, son talent, sa vision de jeu a aidé à juste créer des opportunités en général pour l'équipe insane. Fait que, moi, comme un lion, il va avec Joe Thornton. Puis même Là, encore aujourd'hui, oui, même encore aujourd'hui. même s'il est rendu beaucoup plus lent, qu'il traîne 2 chariots avec lui, là, je trouve Ah, qu'il si c'est pas 3. est efficace pour une équipe. Oui. La Oui. vision de jeu, comme tu dis, puis c'est un gars fiable que tu peux faire jouer dans plusieurs facettes du jeu. Fait que, Puis là, ouais, maintenant, vu qu'il est rendu vieux, tu sais, ben vieux. Il est rendu âgé pour la Oui. NHL, tu sais, ça amène une forme d'expérience aussi là, pour les plus jeunes. Ouais, d'après moi aussi, je vais sauter dans le train Joe Thornton. Ouais, Puis la seule affaire que je vais rajouter à vos explications, vous avez pas mal fait le tour, là, c'est quand il y a la rondelle, j'ai l'impression que le jeu, il ralentit. On dirait que tout le jeu devient vraiment au ralenti, puis ça le facilite à faire la passe. On dirait que comme le jeu, il est sur pause. Mhm. C'est ça qui est super beau quand tu regardes Joe Thornton jouer, surtout dans ses meilleures années. C'était ça, évidemment.
Fait que c'est une des raisons, les restes des états nommés. C'est pour ces raisons-là que je saute dans le train. C'est pas juste un gars qui est bon au hockey, c'est un gars qui comprend le hockey. Et quelle barbe aussi. Ah oui, Oh, oui, effectivement. Oui. Toi, Ced. Moi, je vais sauter à pieds joints dans le bateau. Là. Je vais en 100% là-dessus. Mais là, c'est le bateau ou le train? C'est décidé. Ouais, le train, C'est le les bateau, deux, la c'est chose. les deux. La le chaloupe, carrousel, esti. peu importe. Fait que Thornton gagne celle-là. Au lendemain. Thornton gagne par coup de balai. C'est là que les choses vont se compliquer. Ouais, c'est un bon, peu, là, on va dire. Jaromir Jagr contre Teemu Solani. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Aïe, aïe. Je peux me prononcer encore en premier si vous voulez, là. Je pense qu'on a le même encore relié, je suis sûr. Moi, je vais pour Jagr. Ok, laisse faire, on n'a pas le même. OK, moi, je vais pour Jagr. Moi, je vais avec Oli, moi. Je vais avec Oli. Je me fais violer. Okay. Littéralement, c'est juste dans l'ensemble. Je vais y aller bien simple. Dans l'ensemble, sa carrière, le gars là, il joue encore. Puis j'ai vu cette semaine, la saison vient de se terminer, il annonce qu'il revient l'année prochaine. Ce gars-là, c'est un passionné. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est un passionné. C'est un maniaque de hockey. Puis partout, tout partout où est-ce qu'il a joué, là, il y a eu du succès. Je sais pas, il n'y a pas de mot à dire. Non, mais tu sais, pour vrai, Jagr, c'est juste un des meilleurs joueurs de tous les temps. Puis ce qu'il a réussi à faire dans la Ligue nationale, malgré, même à la fin de sa carrière, qui s'en venait, même s'il n'y a pas eu même s'il n'y a pas eu beaucoup de points, il y avait quand même un impact. Puis c'est ça qu'il a fait tout au long de sa carrière. Il a fait beaucoup de points, il est quasiment à 2000. C'est juste incroyable la carrière qu'il a eue. Sans rien enlever à Solani. Ouais. On peut en parler des heures et des heures. Là. Mais moi, je vais avec Jagr juste pour la carrière incroyable qu'il a eue. Moi, j'aurais été avec Solani. Moi, j'aimerais m'en finir mon point parce que moi aussi, je suis Jagr. OK, go, let's go. Fait que Jagr, comme on a dit, sa longévité dans sa carrière, énorme. C'est énorme. Il y a aussi, on n'a pas parlé beaucoup, mais sa vision du jeu. Il y avait une belle vision de jeu. Oui, on se répète en parlant de Thornton aussi, puis c'est similaire, mais la vision de jeu de Jagr combinée avec sa vitesse qu'il avait, contrairement à Joe Thornton, Jagr avait tellement une bonne vitesse pour son temps. C'est un magicien avec la rondelle. Oui, Solani, excellent scoreur. Faut pas y enlever ça. Solani, c'est un excellent marqueur. Mais en termes de longévité, de complémentarité du jeu, je vais y aller avec Jaromir Jagr. Puis Jagr, là, soir après soir, le monde n'aimait pas l'affronter. Le long des bandes, il était tough à tasser. Ce gars-là, dès qu'il avait la rondelle, là, assis dans le vaisseau, c'était vraiment tough. C'était un peu comme Thornton. Thornton, longue portée, il est dur à battre sur le long des bandes. Mais Jagr, il avait une coche. Puis honnêtement, il était reconnu à travers la Ligue nationale, ce gars-là. Un coup qu'il prenait la rondelle, c'était fini. Ben oui, sa molette était insane. C'est un joueur... Puis aussi, c'était un joueur très apprécié dans toute la Ligue nationale. Les autres joueurs avaient beaucoup de respect pour Jagr. Fun fact, Jagr, il a embrassé Gretzky à sa dernière game. Quoi? Ouais, man, c'est même pas des jokes. Il a embrassé littéralement Gretzky à sa dernière game. Mais là, je m'entends des points, Étienne, pour choisir Solani. 76 buts à ta saison rookie, ça montre un peu quel trend que tu vas avoir dans la NHL. Il va y avoir une coupe avec les Ducks. Les Ducks en 2007. Juste en général, un joueur exceptionnel, oui, un scoreur, mais il était aussi bon dans toutes les autres facettes du jeu. Oui, comme j'ai dit, c'est démarqué au niveau de buteur, un sniper, un tireur élite. Mais même en général, il excellait juste partout sa patinoire. Puis avec l'expérience, il s'est encore plus perfectionné au niveau défensif. Jagr, une très bonne carrière aussi. Puis parce que les deux sont extrêmement similaires, là, ce but des face-à-face. Là. Mais vraiment, là, je sais que ça a l'air vraiment sur la surface. Là. Mais quand tu fais 76 buts en tant que recrue, excuse-moi, mais c'est ça. Là. Moi, j'ai plus penché vers ça, contrairement à la longévité pour vous autres. Mais c'est deux légendes, là, ça, on peut pas le oui, deux Hall of Fame. Fame. Légendes, absolument. Deux gars au temps de la renommée. Là. Ben oui. Alors, allons, 3e sur 4, Pavel Datsyuk contre Joe Sakic. Comme je l'ai dit, boys, moi, j'ai pas ma réponse. J'y vais en dernier, je dips out. Moi, j'ai la mienne. Moi, j'ai la mienne et je m'en demande même s'il y en a qui vont suivre. J'y vais avec Pavel Datsyuk. Je te suis, Laurie. Finalement, pourquoi? Je te suis. Laisse faire, je te suis. Tu me suis? Ah oui. Alors, pourquoi j'ai choisi Pavel Datsyuk? C'est Datsyuk, point. Non, mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin quand même. Je suis un énorme fan de Pavel Datsyuk, même si, étonnamment, il n'a jamais connu une saison de 100 points dans la Ligue nationale.
ça reste un des meilleurs centres en termes d'habileté, en termes de playmaking, de vision du jeu. Two-way forward aussi. Oui, c'est ça. Un attaquant polyvalent qui était magique, littéralement. Ses mains, là, il y avait des. Il y a tellement de paires de mains. Pour moi, là, les là. meilleures mains de l'histoire de la Ligue nationale se jouent entre McDavid, Datsyuk et Patrick Kane. Ouais. Pour moi. Fun fact pour. Excuse-moi, continue. OK. Puis Datsyuk, pour les plus jeunes qui nous regardent, s'il y en a, allez regarder des faits saillants. Pour vrai. Là. Oui. Moi, la seule affaire que j'ai pas aimé, c'est d'avoir été trop jeune. J'étais conscient de ce que je voyais, mais pas avec la conscience que j'ai maintenant. J'étais trop jeune. Je pense qu'on est tous dans le même bateau là. C'est ça. On était tous trop jeunes pour voir la beauté du jeu de Pavel Datsyuk et je regrette énormément ça. Juste pour ajouter au point de Lorick, tu sais, quand les Red Wings ont gagné la Coupe en 2002, ouais. Littéralement, tous ses coéquipiers ont dit qu'il aurait pu faire des saisons de 100, 110, 120 points. L'affaire, c'est que Pavel Datsyuk voulait être le meilleur joueur all-around de la Ligue. Ben oui. C'est pour ça qu'il jouait polyvalent, puis défensivement, puis qu'il faisait des petits des steals là, en levant le bâton des joueurs. Mais il aurait eu le talent en masse pour faire plusieurs saisons d'affilée. C'était un vrai joueur de hockey complet. Tu sais, mettons, on parle, je peux prendre par exemple Ovechkin, grosse carrière, beaucoup de buts. Mais Ovechkin, tu ne verras pas faire des back-checks et sauver des buts. D'habitude, c'était vraiment, comme tu dis, il était toujours, il ne pensait pas juste à lui, sa fiche personnelle. Toujours, il pensait à l'équipe en premier. Toujours l'équipe en premier. Il voulait être le meilleur joueur all-around de la LNH. Et c'est un choix de 6e ronde. Oui. Ouais, ça, c'est. Moi, pour vrai, moi, Pavel Datsyuk, ça me fait penser à son but quand il a fait son Datsyuk flip. Là. Contre Anthony Henny contre les Blackhawks. Tu sais, quand il y a une feinte nommée après ton nom, là, tu sais que tu es une légende. Ou sinon, sa feinte contre Thomas Vokoun aussi. Wow. Nasty. C'est de la magie, ce gars. Pavel Datsyuk, nasty. Fait que Oli, toi aussi, t'es avec Pavel Datsyuk, ouais, complètement. OK, fait que c'est un sweep total. J'étais sûr qu'il y en a qui allaient pogner Joe Sakic. Moi, je pensais qu'Étienne et Oli allaient pogner Sakic. J'étais proche. Mais Pavel Datsyuk, j'étais un gros fan comme le honnêtement. OK. Mais c'est vraiment serré. C'est peut-être un peu bias, mais oui, c'est très serré, là, avec tout le respect qu'on a pour Joe Sakic. C'est ça, parce que je sais que je le répète, à chaque fois qu'on a le face à face, je sais que je le répète, mais ça a l'air évident, tu sais, on le souhaite au complet 4-0, Pavel Datsyuk, mais je veux dire, Joe Sakic, une sale légende pareille. Ben oui. Un des meilleurs centres de l'histoire. Les choix restent difficiles. C'est comme ça a l'air facile parce que on prend quasiment tout le temps le même, mais tous les joueurs qu'on pogne, qu'on a mis dans les face à face, c'est des légendes. Surtout là-dedans, c'est des légendes. Parce que vous voyez juste ce qui se passe pendant la caméra ou vous l'entendez pour les personnes sur Spotify. Mais c'est parce que nous, ça fait une semaine qu'on se demande qui choisir. C'est ça. Alors, on arrive au dernier. Oh! Celui-là, j'avais pas hâte. Celui-là, il est nasty, man. Niklas Lidstrom contre Paul Coffey. Elle va regarder aller. Je vais y aller en premier. Toi, je sais déjà qui tu pognes, là. Non, je sais qui pogner. J'y vais. Étienne, je ne sais pas si on pense pareil, mais je vais y aller avec Niklas Lidstrom. Oh non! Moi, je vais avec toi. Seb? Non, moi, je vais Coffey. Yes, sir! Oh, on a un 2-2. Parfait. C'est bien avec moi. OK. Comment s'expliquer? Pourquoi Niklas Lidstrom? C'est simple. Pour moi, à la base, Niklas Lidstrom, c'est le meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue. Point. Pourquoi? Son jeu défensif. Peux-tu boire là-dessus ou. Hein? Peux-tu boire là-dessus? Tu peux boire. Ça ne me dérange pas. Tu as le droit de ne pas être en accord. Sur celle-là, je respecte énormément. Niklas Lidstrom, défensivement, un jeu très conservateur, très simple, mais tellement efficace. Offensivement, même affaire. Du jeu simple, mais tellement efficace pour Niklas Lidstrom. On parle d'un gagnant de 6 Norris. 6! Énorme. Remis au meilleur défenseur sur une carrière de 20 ans. Puis même dans ces dernières années, c'était une bête. Peut-être pas offensivement, effectivement, à cause de l'âge, mais ça reste un pionnier défensivement du hockey.
Puis moi, c'est une des nombreuses raisons. Je pourrais parler de Niklas Lidstrom pendant 45 minutes si je veux. Là. Mais c'est une des raisons pourquoi je vais y aller avec Lidstrom. Ça dérange pas ça. Moi, je vais partir sur Paul Coffey. Pourquoi je le prends? Là? Mais attends, il y avait Oli aussi. Oh, c'est vrai, Oli, c'est vrai. Non, mais Étienne, je veux t'entendre avant. Ouais. OK. Là, c'est sûr qu'on change de era. C'est vraiment les années 80-90 contre comme plus 2000, mettons. Là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on mélange les airs, mais bon, on peut pareil essayer de les comparer. Paul Coffey, c'est probablement. Je sais que ça a l'air vraiment idiot comme réflexion, mais c'est probablement le meilleur patineur. C'est dans les meilleurs patineurs ever de la LNH. Puis qu'est-ce que je veux dire par patineur, c'est mobilité, rapidité, puis contrôle de rondelle. En général, juste dans son jeu au complet, il était justement complet. Autant offensivement que défensivement. Fait que c'est juste un défenseur qui t'aidait partout. Contrairement à Lidstrom, oui, il était capable de faire des quoi offensivement, mais c'était beaucoup plus un défenseur conservateur. C'est pour ça que je suis allé avec Coffey, parce que justement, tu pouvais te fier sur lui littéralement sur chaque aspect du jeu. Fait que je sais pas si juste pour renchérir sur ce que tu dis, Étienne. Juste pour renchérir sur ce que tu dis. Quand tu es un défenseur et tu scores quasiment autant, si c'est pas plus que tes attaquants, ça te donne juste vraiment une idée comment ton IQ offensif il est insane. Là. Hey, tu sais, quand tu fais une saison de 138 points, tu es un défenseur. Là. Tu fais une saison de 138 points. Ben en même temps, là, c'est juste. Oui, je prends Paul Coffey, mais il faut pareil. Tu sais, celui-là, je suis un peu moins d'accord, par exemple, parce qu'il faut se remettre encore là à l'époque. Les goalers qui littéralement ne pouvaient pas goaler parce qu'il y avait des oreillers ses jambes. T'sais. Ouais, mais ça reste quand même qu'il a fait 6 fois des saisons dans haut de 100 points. Non, c'est ça. Oui comme j'ai dit, je choisis Coffey justement parce qu'il était totalement insane comme joueur. Je veux dire qu'il faut pareil garder en compte que les goalers avaient des pleurs d'orange, c'est immolé. Alors, Oli, que veux-tu rajouter sur Yes, ben écoute, tu as dit pas mal d'affaires, tu as suivi beaucoup de points, Loric. Mais juste revenir un peu sur la carrière de Lidstrom au complet, ce qu'il a fait. Écoute, il a joué 20 ans dans la Ligue. Mm-hmm. Et puis, c'est 20 années qu'il a joué pour la même formation. C'est le seul joueur de la Ligue nationale, j'ai été regardé pour être sûr, là, et c'est le seul joueur de la Ligue nationale qui a été aussi longtemps avec une équipe de la Ligue nationale. Puis ça, je pense que ça vient justement prouver tout ce que tu as dit avant que Ced et Étienne parlent. Quand une équipe te garde tout au long de ta carrière, tu sais, je veux dire, les joueurs comme Crosby, par exemple, il partira sûrement jamais de Pittsburgh parce qu'il a tellement donné autant pour cette équipe-là que à l'extérieur, juste pour la ville en général de Pittsburgh. Mm-hmm. J'ai envie de te dire que ce gars-là a fait autant pour Détroit que pour Red Wings, l'équipe en général. L'apport autant extérieur de la glace et à l'intérieur, puis ça, c'est sans parler de ses qualités défensives, offensives. Et honnêtement, ce gars-là, jusqu'à la fin de sa carrière, comme tu as dit, là, avant qu'il prenne sa retraite, même la dernière saison qu'il a joué, il y avait un gros impact. Là. Tu dis des fois, les joueurs en fin de carrière, ils ont ralenti, sont moins utilisés, sont moins efficaces, font plus d'erreurs, ils sont moins là mentalement. Non, ce gars-là, il a les 20 années qu'il a joué, 20 années efficaces, puis ouais, c'est pour ça que je jouais avec l'histoire. So, alors c'est la fin de ce podcast. Les gars, j'espère que vous avez bien aimé ça. C'est très fun. Hey, juste une petite aparté. Là. Le segment que j'ai le plus aimé, honnêtement, c'est le nouveau. C'est lui avec le 4 coins du but. Ça, moi, j'ai adoré. Ça fait ça. Moi, je dis qu'on le ramène la semaine prochaine. Absolument. Yeah. On fait ça. Parfait. Alors, ne manquez pas le retour du nouveau segment la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker et activer la cloche. Ça prend quelques secondes, mais ça peut tellement faire de différence. Et ça nous aide énormément. Exactement. Alors, on espère que vous avez aimé ça. C'était NDS Podcast et on se revoit la semaine prochaine.